tant que parent, notre rôle, c'est plus de se dire comment au moins je peux faire pour lui permettre de lui donner les ressources. S'il a besoin d'accélérer, au moins il aura les ressources pour accélérer. Et après, la flamme intérieure, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se construit personnellement. Et il y a des gens, ton chemin les croise, puis ça te fait prendre juste une bifurcation dans ta vie en fait. Ça tient à rien. En vrai, on vit qu'une fois, tu vois. Et c'est quoi le pire qui puisse arriver, tu vois, vivre plein de regrets ou vivre en se disant, bah je me suis cassé la gueule là, mais c'est pas grave, je vais refaire un autre truc là. Enfin, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Spartacus dans lequel je vais avoir le plaisir, l'honneur de recevoir un ami, collègue, confrère, Jaolan Wassels, comme ça se prononce ton nom de famille. Ah ouais, super. Ah là là, parfait. Donc Jaolan alias Joe, je vais laisser se présenter dans un instant et bienvenue Joe sur le podcast. Bah écoute Yoni, merci beaucoup déjà pour ton invitation sur ce podcast. Je suis très honoré honnêtement, je suis très content aussi de partager ce moment, donc merci pour ça. Pour me présenter peut-être très rapidement, en gros je suis Monsieur Bourse si tu veux sur Instagram. J'essaye d'expliquer, on va dire, que la bourse c'est pas compliqué, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Et qu'il faut le faire. En gros, c'est ça. On a à peine commencé l'épisode que le gars est déjà en train de se faire des gros coups de pub. Attention, ça va aller. Le bonhomme va très très vite. Attention. Bon, alors, pendant qu'on est sur le coup de pub, c'est quoi ton compte Instagram? Mon compte Instagram, c'est Boursogramme. Boursogramme, ok, ça marche. Ouais. Bah, je vous rassure tout de suite, je l'ai pas fait venir pour parler que de bourse. Non. On va pas parler de trucs chiants comme ça. Parce que, enfin, la bourse, ça peut être intéressant, mais on va pas parler que de trucs de bourse ou de trucs techniques, parce que c'est pas forcément le sujet du podcast. Mais en tout cas, voilà, ça pose un petit peu le décor. Joe, je le connais parce qu'on participe ensemble à un mastermind, un groupe d'accompagnement d'entrepreneurs. Et le connaissant et en ayant eu plusieurs discussions avec lui, je me suis dit que ce serait chouette de l'inviter là-dessus, parce qu'il a plein de choses à dire sur les sujets qui nous intéressent. Tu sais, Joe, je pose la question souvent en démarrage d'épisode aux invités. La question, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir leur apporter aujourd'hui s'ils prennent la peine de t'écouter pendant 1 heure. Quel est le meilleur cadeau que tu puisses leur apporter pendant cet épisode? Bah écoute, c'est clair que le temps c'est une ressource précieuse. Donc déjà, effectivement, je remercie tous ceux qui prendront le temps de nous écouter, peu importe que ce soit en faisant du sport, de la vaisselle ou quoi. Donc effectivement, le but c'est pas du bullshit, enfin de raconter du bullshit ou quoi. Donc moi, ce que je peux apporter, c'est juste simplement parler de mon expérience, mon vécu, montrer que c'est possible d'avancer, c'est possible de se créer quelque chose, peu importe d'où on part. Et effectivement, si on aborde si on aborde le sujet de l'investissement d'une manière générale, moi je veux aussi, tu sais, ma mission, c'est de montrer que tout le monde est capable, littéralement tout le monde est capable de se créer sa propre retraite, parce qu'on n'en aura pas. Donc si ne serait-ce que 2-3 personnes peuvent sortir de l'épisode de podcast en ayant appris quelque chose et en ayant vu que c'était possible, bah, je pense que d'une certaine manière, je trouverais que ça, c'est du temps gagné, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui te permet de croire que tu peux leur donner ça? Qu'est-ce qui te permet de l'affirmer, en fait? Ouais, de leur donner la partie sur la retraite. C'est ça ce que tu dis? De leur donner ce que tu viens de promettre. Bah en fait, si tu veux, pour la faire très courte, moi je viens d'un milieu où, enfin financièrement c'était très modeste. J'y comprenais rien, j'y connaissais rien et genre j'avais jamais entendu parler de tout ce qu'on fait toi et moi, quoi, tu vois. En gros aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, enfin à l'époque, il y avait pas du tout le contenu qu'on a aujourd'hui, mais en fait, je savais même pas que c'était dans le champ des possibles. Aujourd'hui, tu vois, j'ai une situation qui me convient mieux. C'est pas la situation encore parfaite, idéale, espérée, etc., mais qui me convient mieux, un équilibre de vie qui me convient déjà un petit peu mieux. Et c'est des choses que je ne savais même pas que c'était possible de faire il y a quelques années. Donc en fait, si moi je l'ai fait alors que tu vois j'en avais jamais entendu parler, je me dis que des gens qui écoutent des podcasts sont largement capables et en mesure de le faire. Okay. Donc voilà. Parfait. Toi aussi, tu as eu le droit, toi aussi, tu as été affublé d'un prénom exotique, comme moi. Et donc, si tu es d'accord, je veux bien qu'on commence par creuser là-dessus. Bah ouais, si tu veux. On peut commencer à tirer le fil à partir de là. Jaolan, d'où ça vient? Alors, tu sais d'où ça vient ou pas? C'est une question... Alors, je sais qu'on en a parlé, mais j'aimerais que les auditeurs okay. le sachent. En gros, mon prénom, il est d'origine persane, donc d'Afghanistan. Jaolan, ça vient d'Afghanistan. Ça veut dire équilibre en dialecte persan.
le DALI, ça s'appelle. Ok. Et voilà. Et donc pourquoi persan? Parce que mon père, lui, est afghan. Il est venu d'Afghanistan pour faire ses études de médecine en France. Ok. En quelle année? Alors, je sais pas l'année exacte, mais dans les années 80. Par contre, j'avoue l'année exacte, je sais pas du tout. Ok. Donc c'était un peu, enfin voilà, c'était vraiment au moment, enfin si l'histoire de l'Afghanistan ça te parle un petit peu ou pas, mais en gros c'était vraiment au moment où l'URSS avait, tu vois, envahi l'Afghanistan, c'était très compliqué. Là ça commence à devenir très compliqué, puis il y avait un peu la guéguerre enfin, entre les US et l'URSS qui essayait, on va dire, de prendre le territoire, parce que je crois que Hmm. c'est un truc genre les plus grosses mines de cobalt, quoi, je crois là-bas. Ok. Bref, donc lui il est parti. Enfin, c'est un énorme bosseur là. Pour le coup, s'il y a bien quelque chose qui est sur lequel il est très très bon, c'est que c'est un énorme bosseur. Donc il est venu ici. C'était très compliqué d'avoir des primes pour venir ici. Et puis voilà. Et puis il a rencontré ma mère. Ma mère, elle, qui vient du Maroc. Donc c'est quand même un parcours de vie, on va dire. Enfin, c'est une rencontre quand même vachement inattendue. Et Ta mère est puis, née au Maroc? elle est née au Maroc. Elle est d'un père marocain et d'une mère française. Ok. Ouais. Et donc, en fait, les deux se sont rencontrés à Paris. Enfin, voilà. Et, euh, et après, ils ont eu 4 enfants, dont je suis le troisième. Et voilà. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont divorcé. Ce qui a créé, on va dire, plus de difficultés, on va dire, financières par la suite, en tout cas pour moi et ma croissance. Ok. On va y revenir. On va y revenir. Mais en tout cas, merci pour le partage. Donc, équilibre. Est-ce que tu, du coup, pour toi, tu sens que ton prénom, il a eu une influence sur ta personnalité? Non, franchement, je pense pas. Non? Je pense que par contre, je suis à la recherche en permanence de cet équilibre que j'ai pas encore trouvé. Donc peut-être que si je meurs, c'est un peu le but de ma vie, c'est d'accomplir mon prénom peut-être. Ah, ok. Donc, tu t'es investi d'une mission, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok. Et donc, tu sais, on va revenir sur cette histoire et l'influence qu'elle a eu sur ta vie, ta manière de voir les choses et de voir le monde. C'est quoi ta définition de la liberté? Tu sais, c'est un peu notre thème Mm, sur ce podcast. ouais. Quelle est ta vision ou ta définition de la liberté? En fait, à chaque fois que j'ai une vision dans mon jeune parcours de vie, on va dire, une fois que j'ai atteint cette vision, j'ai une autre définition. Donc c'est très compliqué de répondre à la question de manière intemporelle. Euh, je sais qu'il y a quelques années, avant que je quitte mon emploi pour me mettre à plein temps sur Boursogramme, pour moi, la liberté de bosser pour moi et de pas bosser pour quelqu'un d'autre, c'était quelque chose qui était vraiment, commençait à devenir vraiment essentiel pour moi, fondamental. Enfin, c'était presque l'objectif, quoi. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus possible de bosser sur quelque chose qui n'avait pas de sens. Clairement, tu vois, enfin, c'est des trucs administratifs qui ont aucun sens ou informatiques qui ont aucun sens, avec une hiérarchie qui est très institutionnelle, etc. Et donc, pareil, qui en perd de son sens. Donc ça, moi, pour moi, la définition de la liberté à la base, c'était vraiment la liberté entre guillemets de faire mes propres projets, d'accomplir mes propres désirs. Mhm. Et de créer quelque chose, de produire quelque chose qui a du sens, tu vois. Ok. Maintenant que j'ai la chance, on va dire, de faire ça à plein temps, euh, je me rends compte que j'ai envie de liberté. J'ai plus de compte. Enfin, mon prochain focus, si tu veux, c'est plus la contrainte financière. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce que je vais chercher, c'est même si je déteste ce terme, mais c'est la liberté financière. Ouais. Donc, en gros, l'indépendance, on va dire financière, ou en tout cas la sécurité financière, peu importe comment on appelle ça, mais Ah, c'est pas la même chose, hein. le fait de ne plus ressentir la contrainte financière. Ça, c'est ça ce que je vais chercher. Donc, ça pourrait être l'absence de contrainte en la matière, la définition de la liberté. Ouais, l'absence de contrainte, oui. Ouais, l'absence de Ok. contrainte, effectivement. Et t'as déjà réussi à mettre un curseur sur ce que tu considérais comme la situation désirée en termes De tu vois, finance? justement, de revenus, de récurrence, tu vois, parce que la liberté financière, souvent, pour les gens, ça va être ou un montant absolu, tu vois, se dire, et souvent les gens se disent, ah, 1 million d'euros, enfin, tu vois, Ouais, ouais, ouais. ou ça peut revêtir la forme d'une espèce de rente, tu vois, de se dire, bah, en fait, je veux un revenu récurrent garanti de 5 000, 10 000 par mois, et là, j'estimerais que
Ok, genre j'y suis arrivé entre guillemets. Moi, c'est vrai que je fais partie de la première catégorie, celle qui parle en patrimoine. Ok. Je dirais que c'est dur de définir un montant parce que forcément le montant, tu sais, ton niveau de vie il s'adapte. Hein, donc évidemment, faut toujours anticiper ça. Mais ouais, je pars du principe que c'est vrai que à 3 millions de patrimoine net, 3 millions de patrimoine net, pour moi, c'est impossible c'est impossible de rater quelque chose, quoi, tu vois. Enfin, faut vraiment le faire. Surtout quand c'est pas tombé du ciel, c'est-à-dire t'as pas gagné au loto ou quoi, mais quand t'as construit 3 millions de patrimoine, selon moi, peut-être par naïveté, c'est impossible de retourner en arrière. Et pour moi, c'est ce truc-là, c'est-à-dire rentrer vraiment dans un truc qui me dit que je suis plus contraint de travailler, je le fais uniquement par plaisir. Et par challenge, et par plein d'autres Ouais. choses évidemment. Et comment t'en arrives à ce chiffre 3 millions? Pourquoi pas 4 et pourquoi pas 1? Parce que parce qu'en fait moi je suis beaucoup dans la règle des 4%, mais moi je la mets à 5%, que tu connais peut-être, tu sais, la fameuse règle quand tu as un patrimoine, si tu retires 4% de ce patrimoine de manière annuelle, si ton patrimoine il travaille à 10%, toi tu retires 4%, ça veut dire qu'il travaille toujours à 6%, en gros si on caricature. Donc Ok. lui, c'est toujours vertueux, ton patrimoine progresse au-delà de l'inflation, si on prend la moyenne de l'inflation, et toi, ça te permet de retirer une rente. Et donc ça, c'est génial, tu vois. Donc moi, j'avais calculé, alors je sais plus, ça revient à combien, 3 millions fois 5%, mais j'avais calculé que c'était largement suffisant pour bien vivre et que mon patrimoine ne pourrait pas s'effondrer. Excellent. Ok. Je crois que j'avais Pour le- calculé, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 10 000 euros, mais attends, je vais vérifier. il y a la calculatrice Voilà, qui a été sortie pour les gens qui juste écouteront le podcast et ne le voient pas au format vidéo. exactement, Et la calculatrice c'est a été ça. sortie pour vérification. Donc là, on n'est pas dans l'approximation, quoi. C'est 12 000, ça fait 12 500 euros par mois brut, parce qu'après, il faut retirer les impôts. Les impôts, c'est très compliqué de calculer. Là, il parle encore de Oui. l'augmentation de la flat tax et tout, donc on peut pas calculer. Mais c'est juste pour me donner une idée. Je me dis, en brut, 12 500, ça laisse une belle rente, très belle rente, voilà. Parfait. C'est noté. Tu disais donc que toi, t'avais grandi dans une fratrie de 4, t'es le troisième. Ouais, Et tes parents ont divorcé quand t'avais quel âge? 7 ans. 7 ans. Ok. Donc tu disais que financièrement, ça a causé des sujets. Ouais, bah ouais. En fait, si tu veux, quand mes parents ont divorcé, moi, j'ai été à 100% avec ma mère. Pour vraiment résumer de manière très courte l'histoire, donc ma mère à la base elle travaillait pas, enfin elle travaillait puis elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants puis elle a repris, donc elle a repassé le concours d'enseignant. Et effectivement on a vécu on va dire des difficultés financières où c'était un peu galère pendant jusqu'à ce que je travaille en fait. Jusqu'à ce que tu travailles, t'as dit? Ouais c'est ça ouais en gros de mes 7 ans à ce que je travaille euh, où en fait elle avait un salaire d'enseignant pour 4 enfants donc c'est pas grand chose. Et donc toi, ça t'apprend, on va dire d'une certaine manière, je pense que ça t'apprend euh, que si tu anticipes pas, si tu prépares pas les choses, il y aura des galères dans la vie qui vont Mhm. t'arriver, tu vois. Et si tu anticipes pas, tu prépares pas tes choses, bah c'est compliqué. Et donc faut de l'argent, même si le but c'est pas l'argent, mais il faut de l'argent, c'est comme ça. Donc voilà, ouais. Je suis 100% d'accord avec toi et sans tomber dans le pessimisme, tu vois, parce qu'il y a des gens qui disent ah mais c'est pessimiste de voir les choses comme ça. Non, en fait, les merdes, les problèmes, les obstacles, les accidents de la vie sont partout et ils peuvent arriver d'un moment à un autre. Et en fait, c'est très bien Ouais, de vivre sa vie avec optimisme, en espérant que ça se passe bien et que ça aille bien, etc. Mais rien ne t'empêche de te préparer si jamais ça va mal, en fait. Donc c'est effectivement, clair, je suis c'est assez clair. d'accord avec toi sur cette vision des choses. Tu te rappelles enfin, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué, tu vois, comme des moments vraiment galères, tu vois, tu vois, des espèces de souvenirs comme ça, des mémoires, tu sais, qui te font une fondation de ta vision du monde justement, autour de cette situation économique? Ouais, non mais franchement, moi j'en ai plein. Hein. En fait, Ouais. si tu veux, mais bien sûr, je vais en parler, mais euh, aujourd'hui, je suis dans une situation un peu plus confortable que qu'on a réussi à se créer, mais qui est évidemment pas du tout sécurisante, enfin assez sécurisante pour l'avenir et tout. Donc on continue de bosser pour.
Et parfois, quand tu es dans une situation un peu plus confortable, tu as tendance à oublier ce qui intrinsèquement, tu vois, te brûle. Donc parfois, j'essaie de me rappeler, tu vois, de un peu les galères financières, la réalité, tu vois. Mmh. Des histoires, j'en ai plein, mais c'est plus un quotidien, je dirais, tu vois. C'est vraiment le quotidien de euh, comment dire. Enfin déjà, tu demandes rien. Tu vois, moi j'ai jamais rien demandé à mes parents, enfin à Mmh. ma mère en l'occurrence. Ouais. Jamais de vêtements, jamais de aucun rien du tout. Enfin, je sais même pas, j'ai même pas d'idée en tête parce que ça me vient. Tu vois, si tu dois sortir avec tes potes, etc., tu sors pas. C'est comme ça parce que tu sais que ta mère a pas les moyens, etc. Toute ton enfance, tu vois. Donc en fait, moi, si tu veux, j'ai pas vécu, on va dire, sur plein d'aspects. J'ai pas vécu euh, le fait de sortir, tu vois, ne serait-ce qu'aller faire un fast-food avec des potes ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est des trucs vraiment moi que je considère comme étant de base pour, je l'espère, mes futurs enfants, mais que j'ai pas fait. Mais encore une fois, enfin, j'ai aucun reproche. Elle a fait tout ce qu'elle a pu et moi, je suis extrêmement reconnaissant, bien sûr. Et c'est plus, je dirais, ouais, un quotidien permanent, tu vois, au niveau des courses, faire extrêmement attention, regarder tous les prix, faire les différents magasins. On en était là, quoi, tu vois, faire les différents Mmh. magasins parce qu'il y a des trucs qui sont moins chers dans certains magasins, certains autres. Les vêtements, bah, c'était ceux des grands frères. Comment on appelle ça? Enfin, évidemment, on était plusieurs dans les chambres et tout. Enfin, tu vois, c'est très classique. Hein. J'ai Ouais. pas. Il y a des gens qui ont des parcours 10 fois pires. Mais si tu veux, moi, enfin, on vivait en cité évidemment. Donc, moi, si tu veux, ce quotidien-là, je trouve pas qu'il soit. Enfin, tu vois, c'est pas celui que j'ai envie de donner à mon enfant, quoi. Enfin, là, à mon Ouais. fils et mes futurs enfants, c'est. Enfin, pour moi, c'est pas un quotidien qui est cool pour des enfants, quoi. Tu vois. Pour moi, des enfants, ça doit être préservé. Ça doit se bouger, ça doit se motiver, etc. Mais ça doit être préservé, ça doit être même aller faire du sport, même ces trucs-là, ça coûte de l'argent, s'acheter du matériel, etc. Tout coûte de l'argent, tu vois. Donc voilà. Enfin, c'est un vrai sujet, moi, enfin, un sujet que je me pose de manière théorique n'ayant pas d'enfant, mais je me pose la question, tu vois, comment je ferais si j'avais des enfants, tu vois, c'est-à-dire que je me mets des problèmes dans la tête que je n'ai pas, en fait, mais c'est pas grave. Parce que, en fait, tu vois, au final, tu dis, bah, moi, je voudrais les préserver de ça, etc., mais au final, c'est ce qui t'a quand même forgé. Tu vois, tu te dis bon bah en fait moi j'ai eu ce vécu-là, bon qui tu vois il est pas non plus terrible, mais c'est pas moi j'aimerais offrir quelque chose à mes enfants. Ceci étant dit, je me dis tu vois s'il y avait des enfants par exemple, est-ce que je les ferais hériter de l'argent que j'ai créé, tu vois? Mais je vois ce que tu veux dire. C'est le fait de te dire, bah, quand t'as connu la dèche, c'est comme ça que tu construis la richesse. Mais quand t'as connu la richesse, est-ce que tu construis encore plus de richesse? Mais, euh, mais franchement, moi j'ai l'impression que c'est une question de nature. Tu sais, c'est l'histoire du père millionnaire. Enfin, non, bah, j'ai spoilé. Non, j'ai rien spoilé. C'est l'histoire de deux frères. Et les deux frères, en fait, t'en as un qui finit millionnaire et l'autre qui finit SDF, alcoolique, etc. Bon, on va caricaturer quoi. C'est une histoire fictive évidemment. Mais en gros, quand tu poses la question aux deux frères, comment ça se fait que t'en es arrivé là? Les deux ont la même réponse. Et les deux ont dit, c'est parce que mon père était alcoolique. Et en fait, Mmh. t'en as un qui a utilisé ça comme excuse pour sombrer, et l'autre qui a utilisé ça comme motivation. Et en fait, moi j'ai l'impression quand je vois mes frères et sœurs, ils ont pas du tout le même parcours que moi, tu vois. Ils ont des parcours. Si on prend uniquement l'aspect financier, parce qu'il y a plein d'autres aspects à prendre dans la vie, mais si on prend uniquement l'aspect financier, ils ont peut-être pas eu les mêmes déclics et ils sont pas forcément hyper motivés, tu vois, à se créer un patrimoine financier ou quoi. Ou peut-être qu'ils l'ont mieux vécu que toi en fait et du Ou, coup ou c'est pas peut-être tout forcément simplement, ouais. effectivement, qu'ils l'ont. Ouais, effectivement. Tout simplement, ils ont beaucoup mieux vécu ça que moi, tu vois, et eux, ils sont totalement OK avec ça. Et à l'inverse, tu vois plein de gens qui créent des choses, qui font plein de choses et qui se développent, qui viennent de familles où ils sont, enfin, qui étaient totalement aisés, tu vois. Donc, Ouais. je sais, j'ai l'impression que c'est plus une affaire de nature, en fait, et Mmh. de ressenti personnel, tu vois. Parce que tu vois, j'ai discuté cette semaine avec un contact pro et dont je tairai le nom pour la raison que tu vas comprendre dans un instant. Ok. Et en fait, elle me dit, bah moi j'ai des clients qui sont des gens qui se sont faits tout seuls, tu vois, Ouais. qui sont partis de pas grand chose et qui se sont faits tout seuls. Et j'ai des clients qui sont de grandes familles lyonnaises, etc. Parce que moi j'habite à Lyon et il y a c'est quand même dû un petit peu d'argent. Et elle me dit, mais souvent les héritiers, les fils de l'ancienne aristocratie, des trucs comme ça, elle me dit, c'est des couillons. Enfin, tu sais, ils sont, enfin, financièrement, c'est des gogoles. Ils ont un rapport à l'argent qui est tout pourri. Ils sont dans une espèce de conservation. Ils savent pas faire. Enfin, tu vois. Et du coup, je me dis, bah, si toi, tu vois, t'as réussi à créer quelque chose, est-ce que c'est rendre service à tes enfants que de leur transmettre ça?
Tu vois, c'est un vrai sujet, une vraie question. D'ailleurs, vous autres auditeurs, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez Grave. pas à le mettre en commentaire. Toi, tu as un avis sur la chose? Je pense que déjà, la base, c'est transmettre l'éducation financière. Tu vois, ça, tu fais gagner un Hmm. temps fou. Mais tu pourras jamais. Je pense qu'on a tous la volonté d'une certaine manière de surpasser les générations précédentes, de faire mieux, de progresser, etc. Ou de faire autre chose. En fait, de s'accomplir personnellement. Si effectivement la génération précédente, là où ils sont accomplis personnellement, c'est financièrement, et que tu vois, je me mets à la place des enfants de Bernard Arnault, c'est très compliqué. Ça doit être très compliqué en réalité, d'un point de vue personnel, hein, je veux dire de développement et tout, de se dire bah je vais surpasser mon père. C'est très compliqué. Donc je pense que ça c'est une flamme qu'ils doivent se faire eux-mêmes en fait, et c'est pas notre rôle en tant que parents, c'est le leur. Nous notre rôle c'est plus de se dire comment au moins je peux faire pour il ait des comment dire, euh, pour lui permettre de lui donner les ressources. S'il a besoin d'accélérer, au moins il aura les ressources pour accélérer. S'il a besoin de savoir des choses, il aura les ressources pour savoir ces choses. Et après, la flamme intérieure, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se construit personnellement. Oui. Mais voilà, c'est ma réponse aujourd'hui. Dans 2 ans, elle sera probablement différente. Bah, on t'invitera à nouveau dans 2 ans pour Avec grand que plaisir tu même. viennes nous donner l'update de ta vision dans l'instant. Et donc, bon, aujourd'hui, tu as dit que tu avais ce business-là dans l'éducation financière et entre les deux, entre le moment où tu avais 7 ans, tes parents ont divorcé, où c'est voilà l'histoire que tu nous as racontée, et maintenant, tu as fait des études? Ouais, j'ai fait des études d'ingé. Ok. Euh, En gros, j'ai fait 5 ans. Après, pendant les 5 ans, j'ai fait stage, alternance, puis CDD, CDI et fonctionnaire à l'Assemblée nationale. Donc j'ai bossé pendant 8 ans, tout mis bout à bout, à l'Assemblée, en informatique, puis derrière en commission. Et voilà. Et moi j'aimais bien, si tu veux, j'ai toujours cherché à avoir une vie à la cool. Mhm. Donc je trouvais que c'était un bon compromis ingénieur. Enfin pour moi, tu vois, surtout de mon vécu, bah, c'était clairement pas trop mal payé. À l'Assemblée, donc c'était un statut qui m'allait. Et puis je faisais, j'avais mon rythme, quoi, tu vois, donc ça allait. Rythme Et qui était pas trop soutenu? franchement, ça dépend, mais tu vois, Ouais. j'ai été un peu étonné surtout les dernières années. Quand je suis passé fonctionnaire, paradoxalement, c'est là que j'ai le plus bossé, tu vois. Donc ça dépend. Je dirais que ça dépend des périodes. Attends, mais ça, c'est carrément, si on parle de sécurité entre guillemets financière, Ouais. le fait d'accéder à la fonction publique, enfin, tu vois, d'avoir le statut de fonctionnaire, ça peut, aux yeux de beaucoup de personnes, représenter une sécurité qui est imbattable. Ouais, clairement. En fait, bah, le jour où en plus fonctionnaire à l'Assemblée, parce que là, pour le coup, peu importe le grade, fonctionnaire à l'Assemblée, t'es bien payé. Ok. Dans évidemment, on parle toujours du référentiel classique, hein, on va dire. Tu vois, pas C'est quoi bien entrepreneurial payé? ou Tu peux quoi. nous dire comment t'étais payé? Ouais, en gros, moi, j'étais payé 4002, si tu veux. Net? Ouais, net. Ah ouais, c'est propre. Net avant impôt. Parce Oui, oui, qu'après, net avant impôt. t'as Ouais. nos amis. Mais, Oui. Ouais, mais mais ouais, ouais. ouais, non, c'est très bien, tu vois. Enfin, après, au moment où tu passes le concours, t'es payé ça, enfin, si tu vois, moi, je trouve ça génial. Et puis, surtout, bah, comme t'es fonctionnaire, tu vois, c'est à vie, quoi. Enfin, à vie, t'augmentes pas au niveau de l'inflation et tout, donc c'est finalement, tu perds de l'argent chaque année, mais tu t'en rends pas compte. Par contre, ouais, ça, c'était bien. Mais si tu veux, le fait de faire, enfin, moi, un gros déclic, ça a été mon fils, tu vois. Ok. Et quand j'ai appris que Julie, donc ma femme, était enceinte, enfin qui n'était pas ma femme à l'époque du coup, mais elle était enceinte, bah en fait, je me suis rendu compte de plein de choses, et je me suis rendu compte de mon quotidien réel. Et en fait, mon quotidien, bah, c'était que tous les jours, je faisais 9h, 19h30. Ouais. Euh, donc je me suis dit à quel prix en fait, tu vois. C'est bien de gagner de l'argent, mais franchement, à quel prix réel, c'est-à-dire en termes de temps. Et 9h, 19h30, sachant qu'on voulait déménager pour prendre forcément plus grand pour le petit. Donc en région parisienne, ça très vite le temps de trajet monte. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte de manière factuelle que à part le week-end, je pourrais pas le voir. Ouais. Et là, en fait, bah, c'était une forme de déclic. Plus le fait que je te disais que c'était, enfin moi, ça m'insupporte, tu vois, de brasser du vide toute la journée. C'est compliqué, tu vois. Parce Au que bout d'un moment, c'est pesant. c'était ce que tu avais l'impression de faire? En fait, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de postes, si tu veux, qui sont
comment on pourrait dire, simplifiables, si on peut dire ça simplement, tu vois, qui sont simplifiables. Enfin, tu vois, toi qui es entrepreneur depuis des années, je pense que tu as dû te rendre compte qu'il y a plein de choses que tu as simplifiées dans ton business, des choses qui étaient beaucoup trop complexes et qu'en fait tu t'es dit bah non, enfin j'imagine, hein, je suis pas à ta place, mais je pense avec tes années derrière, oui voilà, c'est ça, avec tes années d'entrepreneuriat et de tout ce que tu as construit, bah à mon avis il y a énormément de choses que tu as simplifiées. Et pour moi, il y a plein de choses qui sont simplifiables, il y a des process qui sont beaucoup trop longs dans les institutions, en tout cas à l'Assemblée. Ok. Mais par contre, je suis extrêmement reconnaissant, honoré, ça a changé ma vie sur bien d'aspects, l'Assemblée. Enfin, tu vois, moi je pars, comme je t'ai dit, mon parcours à la base, je pars quand même de loin, enfin de loin entre guillemets. Hein. Avoir été à l'Assemblée, ça a été un environnement extrêmement stimulant intellectuellement. Par contre, t'es avec des gens qui sont vraiment très, comment dire, très stimulants, très intelligents, très curieux sur plein d'aspects. Donc des députés, tu veux dire, ou même non, à part les 2 dernières années, je côtoyais très peu de députés, hein, vraiment plus les fonctionnaires, les gens qui bossent là-bas, tu vois, c'est des gens qui sont vraiment très curieux. Ok. Ouais, beaucoup de culture générale, beaucoup de curiosité vis-à-vis de. Donc il y a énormément de bons à l'Assemblée, mais c'est juste que moi ça m'allait plus quoi. À la fin ça m'allait plus. Ok. Donc ton fils est né il y a combien de temps? Il est né du coup il y a 2 ans et bientôt 1 mois. Donc ça a été le déclic, et à ce moment-là, tu t'es barré. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on essayait d'avoir un enfant, on a eu de la chance, on l'a eu effectivement assez rapidement, enfin très rapidement. Okay. Et donc j'apprends qu'elle est enceinte en janvier, et donc en février je crée Boursogramme, puisque par contre je suivais déjà un petit peu ce concept-là de la création de contenu. Je commençais à capter que c'était possible de monétiser quelque chose, tu vois. Si tu crées du contenu, t'apportes de la valeur, il y aura des gens qui voudront plus, etc. J'avais à peu près capté le truc. Donc je crée du contenu sur un sujet par contre qui m'intéresse depuis des années, qui est l'investissement en bourse. Et j'avais déjà commencé à bien investir, là pour le coup depuis pas mal de temps, quand j'étais à l'Assemblée. Et sauf que ça faisait chier tout le monde, comme tu l'as dit, c'est un sujet ennuyant et très vite les gens se font chier, tu vois. Quand on parle de bourse, j'ai l'impression que c'est un truc ultra chiant, et puis tu vois qu'il y a que les geeks qui peuvent le faire. Et alors donc, ça dépend, moi je pense pas forcément que ce soit chiant, mais je me suis dit il y a beaucoup de gens qui doivent le penser. Ouais, non, mais je te confirme, il y a beaucoup de gens qui le pensent, et moi, tu vois, ça faisait des années que je le faisais et tout le monde s'en foutait. Même s'ils me le disaient pas, tout le monde s'en foutait. Donc je me suis dit, il y a forcément des gens que ça va intéresser, l'algo va faire son taf. Donc j'ai créé du contenu, et puis et ça m'a vraiment plu en fait. Tu vois, c'est vraiment un truc intrinsèquement où je me suis dit, moi ça me fait kiffer, c'est un truc qui est important que tout le monde peut faire. Donc je juge, j'explique comment faire, et donc je fais ça sur Instagram, et donc en parallèle je crée Boursogramme à ce moment-là, au moment où en février 2022 du coup. Parce que j'apprends en janvier 2022 qu'elle est enceinte. Ok, donc là d'abord tu crées du contenu, j'imagine, ou t'as tout de suite lancé un programme de Non, mais formation? moi je fais que créer du contenu. Hein. Non, mais franchement, moi, alors même si j'avais capté un peu le truc, tu vois, je me suis dit bon, je crée, et ma priorité c'est de gagner plein d'abonnés. Okay. J'avais pas trop compris à l'époque comment ça marchait, tu vois. Et donc je crée énormément de contenu et je suis extrêmement actif. C'est-à-dire que le moindre temps libre, je pense que j'ai jamais autant bossé que la première année, alors que j'avais l'assemblée à côté. Et donc non, je crée énormément, et en fait au bout d'un moment j'ai vraiment beaucoup de messages, parce que j'ai beaucoup de messages privés en fait sur Boursogramme, mais j'ai toujours répondu, et donc j'ai beaucoup de messages de gens qui me demandent combien coûte ma formation, voilà, comment accéder à ma formation, etc. Alors que j'avais rien créé. Alors tu leur dis mais j'ai pas de formation. Mais ouais, je leur ai dit mais j'ai pas, mais si ça t'intéresse, on peut résoudre le problème quoi. Toi tu t'es dit j'ai fait une super boutique, par contre il y a rien dedans quoi. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais fait des décos partout. Les gens venaient, mais tu vois, bon, bref. Il y a rien à vendre. Et donc finalement, effectivement, je sors mon premier accompagnement, puis je crée une nouvelle formation, puis tu sais, je suis un peu la méthode Antoine BM, tu vois, de plein de petites formations et tout. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure, ça progresse, ça change, etc. Et ça a bien fonctionné. En fait, ça a vraiment bien fonctionné. C'est-à-dire que, en gros, j'ai sorti un premier accompagnement pour apprendre, genre gens qui connaissent absolument rien. Vous venez, on fait avec moi quelques heures. J'ai sorti un premier accompagnement. J'avais 5 élèves à l'époque, et donc ils ont pris tout de suite. Après, j'ai sorti une formation sur le budget. J'ai gagné 2000 €, tu vois. Et je me suis dit, attends, mais c'est un truc de fou là, tu vois. Parce que je sais pas, ça coûtait 17 € et tu fais le calcul, quoi. En gros, il y a 120 personnes, un truc comme ça, qui ont pris. Et en plus, qui me faisaient des bons retours. Donc je me suis dit, attends, mais c'est ultra vertueux ce truc. C'est-à-dire que non seulement je gagne de l'argent, les gens sont contents, tu vois. Enfin,
c'est super quoi. Et derrière, donc comme c'était sur le budget, bah c'était rapide. Puis j'avais fait les Excel et tout. C'était vraiment un tout petit truc. Donc c'est là que je me suis dit bon bah effectivement, bah je pense que je vais écouter ce que les gens disent par rapport à la formation bourse. Et donc je sors ma première formation en bourse. Et là, et c'est le mois de naissance, ce mois-là, je crois que c'était le niveau le plus haut de fatigue que j'ai jamais eu de ma vie. Et franchement, Ok. franchement, bah, je pense que tu l'as vécu, tu le vis toujours. Il y a des moments où on est très fatigué. Et là, c'était le mois où bah, Julie elle était à 9 mois de grossesse. Elle a accouché. Enfin, il est né en septembre. Il est né 18 septembre. Donc, elle a accouché en septembre. Et j'ai sorti la formation le 11 septembre, je crois, un truc comme ça, ou le 10 septembre. Et donc, c'était vraiment rush les derniers temps et tout. Et en fait, le lancement. Donc le lancement sur une semaine, tu sais, à l'époque c'était vraiment une petite formation, je faisais une promo et tout. Maintenant je fais plus du tout ça, tu vois. Mais et bah ça m'avait rapporté 10 000 euros. Ouais. Et je m'étais dit bah attends mais c'est un truc, c'est dingue. Et je me et c'est 10 et encore une fois c'est pareil, c'est-à-dire que après bon là ça s'est mesuré plus sur plusieurs mois, mais super retour, tu vois. Et puis moi je réponds toujours. Euh, et j'avais zéro structure, j'avais zéro rien, je savais pas quoi faire et tout. Mais je me suis dit, ok, d'accord, c'est vraiment dingue en fait, c'est vraiment ouf. Ouais. Et en fait, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et je pense que il faut vraiment que j'envisage de faire ça à plein temps. Là, tu le fais à plein temps. Ouais, c'est ça. Bah là, je le fais à plein temps. Mais à l'époque, non. Non, à l'époque, non. À l'époque, c'était en même temps que l'Assemblée. Je vais revenir 2 secondes sur le sujet de la liberté. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, alors ça c'est des questions, je me suis dit peut-être que je les enverrai un petit peu en amont à l'avenir, mais pour l'instant non. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti vraiment libre? C'est des moments très ponctuels, mais je dirais que c'est des moments où en fait, j'ai mon niveau de temps et d'énergie, ma ressource temps et énergie est la plus élevée, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas beaucoup bossé dans la journée. Et mon niveau d'argent est le plus élevé dans le sens où, par contre, j'ai généré beaucoup de revenus dans la journée, tu vois. Et j'ai l'impression que ces jours-là, il y avait un jour, par exemple, où en fait, pendant à peu près, bah c'est à mon mariage civil, c'est très récent. Pendant 2 ans, en gros, j'ai bossé sur pour ce gramme tous les jours, tu vois. Moi, je suis ok Ok. avec ça, hein, je trouve ça normal, tu vois. Et par contre, pour mon mariage et civil et mon gros mariage là, bah en fait, bah, forcément, j'ai pris un peu plus de lest, clairement. Et justement, pendant mon mariage civil, il y a un moment, enfin, on a fait un mariage civil très simple. Euh, enfin, enfin, tu vois, dans le jardin, tout ça, vraiment très simple. On a invité tous les proches et tout. Pendant le mariage civil, on joue au ping-pong et à un moment, je sais plus, je regarde l'heure, je me dis ah oui, il faut qu'on fasse gaffe à un truc. Et là, je vois qu'effectivement, en gros, on a accueilli des nouveaux élèves, etc. Et donc, techniquement parlant, il y a des chiffres d'affaires qui rentrent. Et je me suis dit ah oui, là, ce moment-là, je m'en rappelle, je me suis dit ok, c'est vrai que la vie, elle est vraiment belle, quoi. Tu vois, c'est incroyable. Enfin, c'était un moment ensoleillé, alors que mon gros mariage qu'on a fait, il était pluvieux, tu vois, mais là, c'était un moment ensoleillé. Enfin, je pensais pas du tout à Boursogram pour la première fois en 2 ans. Et là, c'était cool. Mais c'est des moments ultra ponctuels. Sinon, il n'y a pas de moment long où je me sens libre, clairement. Tu vois, Bah c'est je suis déjà toujours sous très la bien. contrainte. Ouais. C'est un chouette exemple. Moi, je valide. Je valide complètement l'histoire que t'as racontée. Tu te sens libre, toi? Oui. Ouais. Ouais, clairement. Oui, je me sens libre et une des clés, enfin, effectivement, la situation, tu vois, d'avoir une entreprise, un truc qui génère des revenus et des investissements aussi, ça participe à cette sensation de liberté. Et moi, c'était pas pendant un mariage parce que je me suis pas marié, mais c'était plutôt, tu vois, la première fois, je pense, où j'ai pris des vacances, tu vois, des vraies vacances où je me suis dit, ah, je coupe un peu. Et en fait, les revenus continuaient d'arriver, où je me suis dit, ah ouais, trop bien. Enfin, tu sais, où Ok. là, tu sens que tu as construit quelque chose, tu as planté des petites graines, puis maintenant, ça pousse, tu vois, et ça, c'est très, Trop très cool. chouette. Et Trop je trouve cool. qu'avec le temps qui passe, toi, t'as 29 ans, rappelle-moi ton âge? Ouais, 28. 28. 28. Alors, propos de vieux con qui arrive dans 3, 2, 1, je trouve qu'avec le temps, eh ben, moi, je me sens de plus en plus libre par rapport à l'apprentissage de soi. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus tu apprends à te connaître. Tu connais, tu vois, tes blocages, tes espèces de croyances, tu connais tes peurs, tu arrives à analyser un petit peu d'où elles viennent.
Et quand tu as réussi à mettre le doigt dessus, que tu as une intention de les solutionner ou de les apprivoiser ou de les contenir, et ben petit à petit, tu te laisses de moins en moins dominer par ces forces-là. Et ça, c'est un vrai gain de liberté, je trouve. Tu vois, au-delà de l'argent, combien tu gagnes, etc. Ok. Le fait de plus être l'esclave en fait de ses peurs ou de ses croyances, c'est une vraie liberté. Quelle est la décision la plus importante? Bon, du coup, j'ai une petite idée de la réponse, mais quelle est la décision la plus importante que tu aies prise dans ta vie et qui t'ait apporté de la liberté? Bon, la plus importante, c'est mon fils, ça c'est clair. Hein. J'avais pas anticipé que ça changerait à ce point la vie, mais en Ouais, bien. Enfin, il y a des côtés difficiles, bien sûr, mais enfin, c'est incroyable. En termes de liberté, bah, c'est le fait d'avoir quitté largement, le fait d'avoir ouais, quitté mon taf. Le fait d'avoir quitté mon taf, c'est que en gros, je suis passé d'un truc, bah, comme je te disais, tu vois, où je gagnais un peu plus de 4000 fonctionnaire avec un statut théorique, on va dire, comme étant bon, à le mec qui crée des posts Canva, tu vois, dans, dans sa chambre, quoi, tu vois. ouais. Donc, euh, et, euh, et donc, en fait, c'était psychologiquement, ça allait contre tout ce pour, enfin, comment dire, toute l'éducation que j'avais reçue, qui était que fallait faire des études, fallait avoir un bon métier, fallait s'en sortir, et dès que tu pouvais bloquer un truc de fonctionnaire, c'était bien. Et donc, ça m'a en fait évidemment débloqué d'un point de vue où, bon voilà, je faisais un métier qui avait du sens, hiérarchiquement, j'étais mon propre patron, même si on n'est jamais notre propre patron, hein. On doit toujours rendre des comptes à des gens, mais bon, ça a évidemment rien à voir. Ouais, t'es un peu ton propre patron et c'est pas toujours le patron le plus facile à gérer, hein. Ouais, ça c'est clair. Et mais je dirais que ça m'a aussi libéré psychologiquement en me disant, enfin en fait en cassant tout ce que j'avais cru jusqu'à maintenant, en cassant tout ce en quoi je croyais. Enfin c'est un vrai truc, hein, les croyances limitantes, ça fait Mm, très bullshit américain, mais mm. c'est un vrai truc et je dirais que sur tous les aspects, ça a été la meilleure décision de ma vie en termes de liberté. Trop bien. Et justement, est-ce qu'à un moment donné, dans cette transition, enfin, j'imagine, t'as flippé, t'as douté, les gens ont pu peut-être te faire douter en disant, parce que j'imagine que t'en as parlé à des gens qui ont dit, oh, putain, mais t'es fou, Ouais, bah ouais, ouais. Ah non, mais oui, mais tout le monde. Il n'y a pas une personne qui m'a conseillé de le faire. Ah ouais. Donc, bah en fait, si tu veux, c'était déjà au taf. Bon bah là, même si t'es entouré de gens qui sont extrêmement curieux et puis franchement, c'est des têtes. Tu vois, les gens qui bossent là-bas, bah c'est des fonctionnaires. Tu vois, donc pour eux, c'est le Graal. Tu vois, être fonctionnaire à l'Assemblée, c'est le Graal. Mm. Et et donc ouais, vraiment, j'étais vu comme un fou, clairement, un gros fou là-bas, et qu'il fallait surtout pas que je fasse ça avec un jeune capricieux entre guillemets. Tu vois. Euh, d'un point de vue de ma famille, pareil. C'est-à-dire que j'étais complètement malade de faire un truc pareil. Et puis même Julie, qui pourtant est très, comment dire, entreprenante de base, tu vois. Elle avait investi en immobilier. C'est elle qui m'a montré l'investissement immobilier à la base, tu vois. Ok. C'est elle qui m'avait parlé, tu vois, de l'entrepreneuriat, qui m'avait dit qu'il fallait que je lance mon projet et tout. Mais forcément, bah, pile au moment de l'arrivée d'un nouveau-né, tu vois, c'est de la pression supplémentaire qui est rajoutée, et donc ça vient. Disons que la réflexion, elle est tu t'y réfléchis quand même à 2 ou 3 ou voire 4 ou 5 fois, tu vois, avant de le faire. Et Ouais. donc en fait, il y avait personne vraiment qui voyait le potentiel que je voyais, tu vois, sur tous les aspects. En tout cas, peut-être qu'il y avait d'autres gens, mais je l'ai pas ressenti, tu vois. Mais parfois, je pense qu'il faut se faire confiance, tu vois, et puis il faut y aller. Et puis franchement, c'est encore cliché, je suis ultra cliché, mais en vrai, on vit qu'une fois, tu vois. Et c'est quoi le pire qui puisse arriver, tu vois, vivre plein de regrets ou vivre en se disant bah je me suis cassé la gueule là, mais c'est pas grave, je vais refaire un autre truc là. Et enfin, tu vois. Tu dis ouais, c'est cliché, mais enfin, au final, c'est vrai. Ouais, Enfin, c'est des trucs dont il faut se rappeler. Et au final, mesurer, bon bah ok, qu'est-ce que je risque? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui brûle en moi, tu vois, que j'ai envie de faire, et le cas échéant, mais il faut le faire. Enfin, vous regretterez jamais un truc comme ça. Tu regretteras jamais d'avoir entrepris un truc, tu vois, même si ça foire. La seule chose que tu peux regretter à la fin de ta vie, c'est d'avoir eu peur de faire un truc, de pas avoir mais osé. Ça, tu vas le regretter, tu vois. Les gens qui sont en fin de vie, ils regrettent ces trucs-là, de pas avoir été assez courageux, de pas avoir osé, machin, tu vois, d'avoir trop bossé ou d'avoir fait je sais pas quoi. Mais ils regrettent jamais. Ils se disent pas, ah ouais, tiens, j'ai pris tel risque et puis ça a pas marché. mais ça Jamais c'est ce clair. regret, ça existe pas, quoi.
Mais tu sais, parce que plusieurs années plus tard, du coup, j'ai repris contact avec mon père, et puis là, j'ai contact avec mon père, et donc j'ai pu voir, enfin, il m'a raconté plein de choses qu'il avait fait, il m'a montré des projets, etc. Et en fait, il a lancé énormément de projets, des livres, des labels, plein de trucs, tu vois. Lui il est passionné par tout le monde de l'art et tout, Ok. un peu plus centré sur l'Afghanistan et tout. Et d'un point de vue pragmatique, bah ça n'a pas porté ses fruits, puisqu'en fait, ça a pas retourné, je sais pas comment dire, ça a pas rapporté d'argent, tu vois, clairement. Mhm. Ça a même fait perdre de l'argent. Il a testé tous les types d'investissements, il a investi en IMO, en bourse, et c'est pas forcément des investissements ultra rentables, tu vois. Mais il a plein de trucs à raconter, quoi. Tu vois, Ouais. il y a plein d'histoires à raconter, et il en a pas du tout honte, il en est fier, tu vois, Ouais. parce qu'en fait, il a fait des choses. À partir du moment où tu produis, et tu produis, et tu arrêtes un peu la partie consommation, et tu augmentes un peu plus la part de production, de tester et tout, je trouve que c'est super, tu vois. Enfin, tu peux que en tirer, au pire, le pire qui puisse arriver, c'est de raconter une histoire. Le mieux qui puisse arriver, c'est que ça change ta vie, tu vois. Donc, c'est vrai que Ouais. quand tu mesures le truc, je trouve ça cool. En fait, ouais, le risque, il est. En fait, quand tu le prends de cette manière, tu te rends compte que le risque, il est quasiment inexistant, en fait. Mm. D'après toi, quelles sont les plus grandes barrières à la liberté dans le monde actuel? Le monde actuel, est-ce qu'on parle uniquement de la France, puisque c'est un monde que je connais forcément un peu plus que l'américain moyen, ou dans vraiment tout le On monde comme parle il est de ce que construit? tu veux. Ok, C'est toi l'invité, tu parles de ce dont tu as envie de parler. ok. Bah, je trouve que en France, et de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, ça a effectivement pas du tout l'air d'être la même chose dans tout le monde anglo-saxon, tu vois. Mais en France, un truc de base, c'est que on n'encourage pas, tu vois. Euh, Hmm. on est contre l'encouragement. Donc à partir du moment où quelqu'un veut essayer des choses, et pour être libre, il faut essayer, il faut sortir. Encore une fois, j'utilise des termes clichés, mais il faut sortir de sa zone de confort, parce que forcément le confort généralement c'est plus une prison en réalité, alors que si on cherche la liberté, bah, il faut sortir de la prison. Et donc euh, il faut forcément essayer des choses, il faut forcément se casser la gueule, tu vois, un peu comme un bébé qui marche, qui commence à marcher, il tombe 40 fois, tu vois, mais les 40 fois, on va lui dire de se relever, on va lui montrer comment faire, on va l'aider et tout. Moi, je trouve que ça manque d'encouragement, et pire que ça, c'est que on est plus dans le fait de surprotéger, je dirais, pour ne pas dire descendre, quelqu'un qui essaye. Et donc, je trouve que nous, en tant qu'individus, déjà, ce qu'on peut faire pour aider les gens à développer leur propre liberté, bah, c'est premièrement de les encourager, et deuxièmement, si on en a les possibilités, leur donner toutes les cartes en main, Hmm. et toutes les clés pour que ils aient, on va dire, qui partent pas avec zéro, et qui fassent quelque chose. En fait, après, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils essayent. Et moi, pour moi, c'est énormément une question de mentalité. Après, il y a la question de la structure de la société qui est faite que, bah forcément, si on veut que des grosses entreprises se développent, on a besoin de salariés. Et alors, dans le salariat, je dis, on peut totalement être libre. Tout dépend évidemment de la vision de chacun, de la liberté. Mais globalement, on va dire que c'est aider quelqu'un d'autre à faire son projet. Et donc, forcément, on a structuré la société pour faire en sorte que chacun ait son utilité, et pas forcément son propre développe pas forcément son propre épanouissement, quoi. Mais Ça me voilà. fait une super transition pour la question d'après. Et ben génial. Bah vas-y. Si tu pouvais changer une loi ou un principe social liberticide, qu'est-ce que tu changerais? Ok, ok. Bah, déjà je pense que je reverrai les impôts. Euh, C'est-à-dire, vas-y. et bah en fait le concept des impôts comme il est aujourd'hui, il est un peu bizarre, tu vois. C'est-à-dire on demande aux gens qui produisent, par exemple les entrepreneurs, de payer énormément. Et ensuite, on va faire des. Donc moi, je capte le truc hein, de la solidarité, etc. Tu vois. Mais on va demander aux gens qui produisent et qui font plein de choses de payer énormément, et derrière, on va proposer des trucs comme par exemple le RSA, ou tu vois des trucs qui te rémunèrent quand tu ne fais rien. Tu vois. Et moi, je trouve ça un peu bizarre, parce que en fait, je suis plutôt d'avis d'aider un maximum ceux qui font, peu importe la manière, donc en l'occurrence, s'il vous plaît, en baissant un petit peu les impôts, et de Si pousser vous ceux nous qui, écoutez là-haut. si vous nous écoutez, voilà, si on a un seul qui nous écoute, ce serait bien, et de pousser et d'encourager, je dirais, de tirer
ceux qui font rien pour qu'ils fassent quelque chose. Et je suis persuadé de toute façon que quelqu'un qui ne fait rien ne sera pas épanoui. Donc en fait, c'est même pour le bonheur de la société, quand on gère la société, c'est pas que capitaliste de dire ça. C'est même quand on prend la variable bonheur, tu vois, cette ressource-là. En fait, si la personne se développe, crée quelque chose, fait quelque chose, elle sera forcément plus épanouie. Et donc, moi, c'est ça ce que je changerais. Alors, est-ce que j'ai des compétences économiques pour changer tout ça? Non, clairement pas. Mais d'un point de vue plus philosophique, je capte pas trop le truc, tu vois. Je comprends pas qu'on fasse ça. Parce qu'on peut t'objecter, si je me fais l'avocat de Vas-y, la hein. partie adverse, te dire oui, mais ces personnes-là, elles n'ont pas forcément eu les mêmes chances que toi d'avoir des parents qui, malgré tout, sont sains, les ont élevés convenablement, leur ont donné ce dont ils avaient besoin pour se développer comme il fallait. Et en fait, aujourd'hui, ces personnes, elles sont très fragiles, elles sont très précaires. Et si on ne les aide pas un minimum, elles peuvent sombrer dans une pauvreté terrible ou dans la criminalité ou ce genre de choses, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est pour ça que j'aime bien parler comme ça, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en creusant, c'est des personnes qui ont besoin d'un soutien, pas financier, mais psychologique. Et en réalité, si tu les aides et tu leur donnes, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont eu des vies très difficiles. Et c'est pour ça que moi je me plains jamais. C'est la première fois d'ailleurs, hein, tu vois, que je parle de mon enfance. J'en joue pas dans mon storytelling parce que je Mhm. pars du principe qu'il y a des gens qui ont vraiment eu des vies très difficiles, qui s'en sortent, et certains s'en sortent pas parce que c'est compliqué. Mais en fait, le soutien que ces personnes doivent avoir, c'est un soutien qui va au-delà du soutien financier, parce que le soutien financier leur changera rien en fait. Ils deviendront simplement des consommateurs, tu vois. Ah, non, je dis pas que ça va les sauver, hein, mais ça peut en tout cas ça peut les préserver d'une précarité encore plus grande. Alors, le fait que, effectivement, il y a besoin d'un soutien qui aille au-delà de ça, il y a pas de doute, mais ça va coûter encore plus d'oseille. Donc, il va falloir te prendre encore plus d'impôts. Mais ouais, mais le soutien moral derrière, il peut aider à la production, parce qu'en fait, si tu les aides justement à à faire plus d'introspection, à accepter slash passer outre les difficultés qu'ils ont traversées psychologiques, hein, je parle, leur vécu, et ben en fait, tu peux les réorienter beaucoup plus facilement pour que derrière ils produisent en fait. Je sais pas, hein. T'es peut-être pas d'accord, mais on peut continuer, il y a pas de souci. Non, mais enfin là la question n'est pas forcément tu vois, d'entrer dans un débat, mais Ouais, oui, oui, bien c'est sûr. juste j'essaie de challenger un petit peu l'idée. Ok, donc il y a la structure des impôts que tu modifierais. Est-ce Ouais, qu'il y a je autre chose? pense. Ce serait le fait d'encourager en fait. En fait, Ok. d'agir, c'est simple. Comme quand on agit d'un enfant de 0 à 10 ans, tu vois, de continuer à faire ça, mais à l'âge adulte. C'est-à-dire que en fait, quand tu vois que l'enfant se développe et qu'il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait jusqu'à maintenant, parce que tiré d'une frustration, je veux tel jouet, mais je n'arrive pas à l'atteindre, donc je vais commencer à ramper. Puis je veux atteindre telle hauteur, donc je vais commencer à me lever, etc. Euh, en fait, évidemment qu'on l'aide, cet enfant, tu vois. C'est du bon sens, c'est-à-dire que n'importe quel parent va aider ses enfants, tu vois. Donc pourquoi on ne fait pas ça pour des gens qui essayent des choses plutôt que Hmm. essayer de les surprotéger? On va pas surprotéger un enfant qui veut ramper, tu vois, en lui disant non, reste dans ta cage, tu Ouais. vois. Donc pour moi, c'est continuer ce Alors, principe-là je à l'âge précise adulte. pour ceux qui ont un doute que Joe ne met pas son enfant dans une cage, hein, Je l'aimais plus. C'est bon, maintenant il a commencé à ramper. Je précisais juste parce que les gens se disent, oh, dis donc, mon Pourquoi enfant, il il est parle pas en d'une danger, cage? il est pas élevé dans une cage. Ouais, l'encouragement et pousser, tirer un maximum. Ok. C'est-à-dire tout ce qu'on peut donner, que ce soit un encouragement en termes de mots, ce qui est déjà beaucoup, ou si on peut donner des cartes, aider, tu vois pas. Pour moi, la solidarité, elle est là. En fait, la vraie solidarité, on parle de solidarité, mais la vraie solidarité, elle est là. Elle est dans le fait de dire, par exemple, toi, tu vois, toi, Yoni, pour le coup, je te connais, et t'es le mentor, mais de plein de gens. Moi, j'ai Ah des bon? abonnés qui viennent et qui me disent, mais ouais, mais Yoni, mais c'est incroyable, je t'ai vu avec Yoni, tout ça, et Yoni, mais moi, Ah, tu vas me faire rougir. non, mais grave, hein. Mais tu vois, t'es le mentor de plein de gens, et en fait, ils me racontent ça, et aujourd'hui, c'est des marchands de biens, et ils ont plein de biens, et c'est des gens que j'avais rencontrés dans des apports IMO et tout. Et, et ça, c'est ça la solidarité, en fait. C'est d'aider des gens, tu vois, qui veulent se développer, et tu les aides, et elle est là pour moi. Tu vois, Hmm. elle est là, notre rôle. Tu Il est sais, là, pardon, notre rôle. enfin, c'est très cool à entendre. Moi, j'ai pas forcément toujours conscience de ça. Et parce que nous, on travaille de manière assez isolée. Enfin, les créateurs de contenu, on est dans notre coin, on balance notre truc dans le monde, et puis les gens s'en saisissent, ils s'en saisissent pas, et on Mm. sait pas toujours en fait ce qu'il advient. Sauf quand les gens nous écrivent vraiment des témoignages, des choses.
Et ça arrive de temps en temps, hein. Tous les créateurs de contenu reçoivent de temps en temps un message comme ça super agréable de quelqu'un qui dit ah bah tiens, grâce à toi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et il y a pas longtemps, j'étais à Rennes et bah j'étais aux Galeries Lafayette, tu vois, super intéressant. J'avais 1 heure à tuer, je cherchais un pull et là un mec vient me voir, je sais pas, un gars qui doit avoir 45 ans à peu près. Il me dit ah mais c'est vous qui faites les vidéos sur Marchand de Biens et tout. Je dis oui c'est moi. Il me dit ah ma fille m'a dit qu'il fallait absolument. Mais, tu sais je vois une gamine de 13 ans tu vois qui est à côté qui est un peu plus loin que lui comme ça. Il dit ah ma fille elle me dit qu'il fallait absolument que je vienne vous voir parce que sinon je serais trop un idiot si j'étais pas venu vous voir. Et elle me dit voilà moi je crois qu'il était artisan ou quelque chose comme ça. Il me dit voilà moi j'étais artisan et j'ai regardé vos vidéos et ça m'a donné vraiment la confiance de me de me lancer. Ça m'a vraiment permis de croire que c'était possible. Et du coup, le mec s'était lancé, il avait fait il avait fait une opération IMO, enfin bref, il avait gagné un peu d'argent et tout, et il était trop refait, c'était trop cool comme moment. Trop cool. Franchement, Ouais. trop cool. Et justement, à propos de rencontres, est-ce qu'il y a une rencontre, une ou plusieurs, hein, des rencontres qui ont changé ta vie? Moi, j'ai vraiment des rencontres qui ont changé ma vie, hein. La première des rencontres, c'est mon ancienne tutrice qui m'a pris en stage à l'Assemblée, parce que elle, c'est clairement grâce à elle que j'ai été pris en stage à l'Assemblée. J'avais fait un entretien d'embauche catastrophique, mais elle avait, je sais pas, le feeling qui était bien passé. Ensuite, c'est elle qui a fait en sorte que j'ai une alternance, et puis derrière, bah, comme elle est partie dans un autre service, en fait, finalement, j'ai pris sa place, et donc j'ai un peu pris le rôle de chef de projet et tout dans le truc. Et elle, enfin, c'est incroyable. Enfin, elle a totalement changé ma vie sur plein d'aspects, quoi. Tu vois, elle m'a fait découvrir énormément de choses et tout. Donc ça, c'est la première rencontre. La deuxième rencontre, c'est Manoa, qui est très décrié, on va dire, sur les réseaux sociaux. Enfin, j'allais dire aujourd'hui, mais je pense depuis toujours. Je ne sais Euh, pas qui c'est. Manoa, bah, c'est en gros Manoa, c'est un entrepreneur. Il faut que je te le montre sur LinkedIn. Mais c'est un personnage très atypique et Je vais aller regarder. Si tu m'autorises, je vais regarder pendant que mais tu oui, oui, bien continues sûr. la présentation. Manoa Labranche. Manoa Labranche. Labranche, ouais. Ok. Et Manoa, si tu vois, à l'époque, il faisait énormément de contenu sur, d'une manière générale, un peu business mindset entre guillemets. Et moi, en fait, il m'a débloqué énormément de choses. C'est quand j'ai pris une formation chez lui que j'ai commencé à créer du contenu. Enfin, c'est aussi pour ça que je savais ça. J'ai généré 1,8 million d'euros en vendant des infoproduits sur Instagram, c'est lui? Ouais, c'est lui, ouais. Et il est très très clivant, très volontairement clivant. Enfin, voilà, il est très fort. Ok, d'accord. Très bien. Donc, il y a lui. Tu Et l'as il y a rencontré, lui. ce bonhomme? Ouais, je l'ai rencontré. Ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois. Ok. Mais c'était surtout à la base à travers les réseaux. Il y a Rémi aussi, Rémi de Truchy de Varennes, qui est de la chaîne Parlons Long Terme, qui m'a énormément fait progresser en bourse. Et pareil que j'ai rencontré, qui est un gars super. Et en fait, enfin, c'est vraiment super au niveau des synergies, très ingénieux, très intelligent, tu vois, en termes de comment on appelle ça, euh, structure patrimoniale et tout. Il est très très bon. Et dernièrement, il y a Paul avec qui je suis associé dans une autre boîte et qui est, enfin si tu veux, c'est un gars qui est extraordinaire. Et j'ai vu avec Gérald et il viendra a priori au Ok. prochain mastermind. Tu vas pouvoir le rencontrer. Et en fait, lui, il est très très bon pour réseauter, pour parler à des gens, pour mettre en relation. C'est un gars qui est extraordinaire là-dessus et il est super cool en fait. Tu vois. Ok. Et donc c'est des gens en fait qui ont en fait ils ont vraiment changé ma vie. Et moi je crois beaucoup hein, au fait que une rencontre ça peut changer ta vie. J'y crois beaucoup parce que je l'ai vécu 4 fois, tu vois. Donc en fait euh, vraiment il faut être ouvert, faut être ouvert à voir des gens, rencontrer des gens et tout. Enfin intrinsèquement j'y crois, même si j'aime bien, je préfère bosser dans ma chambre, être avec ma famille, être posé, etc. De temps en temps je trouve que ça fait du bien de rencontrer des gens, d'avoir des déclics, de parfois pour rencontrer vraiment des amis qui seront là. Tu vois, Paul, il était à mon mariage, quoi, tu vois, avec qui on se rapproche plus parce que je sais pas, ça se joue à rien parfois en fait. Mm, mm. Ah ouais, je plus sois complètement. Il y a des gens. Enfin, peut-être ton chemin les croise, puis tu dis bon bah est-ce que je lui parle, je lui parle pas, puis tu t'engages la conversation et en fait ça te fait prendre juste une bifurcation dans ta vie en fait. Ouais. Et effectivement ça tient à rien. Mais
ce qui est nécessaire quand même, si tu peux être prêt à saisir tout ce que c'est, enfin en tout cas tous les bénéfices de ce genre de rencontre, c'est d'y être ouvert. En fait, tu sais jamais quand ça va arriver, mais en tout cas faut y être prêt et ouvert pour que le jour où ça se présente, ben tu puisses en bénéficier. On s'approche de la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais voulu parler et dont on n'a pas parlé? Quand tu m'as parlé du podcast, je parle un peu des coulisses. Quand tu m'as parlé du podcast, tu m'as dit que le but de ce podcast, c'était de parler de sujets aussi desquels je parle pas habituellement, tu vois. Tout à fait. Rentrer un peu dans le détail et tout. Et en fait, moi, je suis très content parce que si tu veux, l'entrepreneuriat, c'est une grosse part de ma vie. Et c'est une part dont je parle pas forcément parce que, en tout cas, j'en parle très peu parce que la réalité, c'est que la plupart des gens qui me suivent, bah, ils me suivent déjà pour la bourse et en plus, ils sont pas entrepreneurs et ils veulent pas devenir entrepreneurs. Tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur et c'est pas le goal ultime. Ouais. Vu les contraintes que ça apporte, il y a son lot d'avantages et d'inconvénients, on va dire. Et donc forcément, c'est pas un sujet que j'aborde énormément et pourtant qui me passionne, sur lequel je me forme beaucoup. Et je suis content, on va dire, d'avoir parlé de ça. Donc non, je suis très content. Alors avant quand même qu'on se sépare, j'aimerais. Alors je sais pas si c'est possible. Je sais pas si c'est techniquement possible pour les gens qui vont écouter l'épisode et qui, je sais pas, ils connaissent que dalle en bourse, mais comprennent par contre que ça peut être intéressant d'investir, de mettre un peu d'argent en bourse et de manière un peu régulière. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, les premières actions à mettre en place? Est-ce que les gens qui nous écoutent, c'est plutôt des gens qui connaissent rien du tout ou qui ont déjà savoir si ce que je dis c'est ultra bateau ou Je ne saurais pas te bon. dire. Ok, bah pour moi la base de la base, c'est en gros la bourse c'est très simple. Il faut investir à très long terme et faut être régulier. Une fois qu'on a ces deux trucs, globalement, c'est juste une affaire de curseur, d'optimisation, etc. pour augmenter ses résultats. Mais dans tous les cas, si tu investis à très long terme et que tu es régulier, tu auras des résultats et ça te permet de sécuriser ta retraite. C'est surtout ça. Donc, si vous êtes dans cette démarche-là et que c'est pas une démarche très court terme où voilà, vous voulez générer du cash ou quoi, la bourse c'est très long terme. Bah effectivement, c'est intéressant parce que c'est passif, etc. Euh, donc moi ce que j'invite à faire c'est évidemment la base de la base, donc commencez toujours avec une épargne de précaution de côté qui sera là vraiment pour vous en cas de pépin et tout. Ensuite ce que vous faites c'est que vous ouvrez un PEA. Donc un PEA c'est un plan d'épargne en action, vous ouvrez ça dans une banque en ligne, peu importe laquelle. Je sais pas si je peux citer des noms ou pas mais Bien sûr, toi c'est pas TF1 ici. Hein. ouais ok. Fortunéo, Bourse-Banque, Bourse Direct ça sera très bien. Le PEA en gros c'est un truc pour investir enfin un compte pour investir en bourse mais avec des avantages fiscaux. Et à côté de ça, vous ouvrez un compte titre. Donc là, il y a plein de courtiers. Si vous voulez, vous m'envoyez un message, je vous enverrai. Et une fois que vous avez ouvert ça, vous avez tous les fondamentaux pour investir. Donc il faut juste investir sur du long terme. Et si vous voulez pas vous prendre la tête et vraiment faire ça en 5 minutes par mois, vous investissez dans des ETF. Et donc là, vous regardez, il y a plein de ressources pour vous parler des ETF. Si vraiment c'est pas du tout votre truc et que vous voulez pas du tout vous prendre la tête, au moins vous faites ça et vous le faites tous les mois. Et après, bah, vous le faites, ça dépend des ETF. Il y en a qui sont éligibles au PEA, d'autres au compte titre. Mais bref, voilà, vous lancez 5 minutes par mois et c'est bouclé. Donc je peux ouvrir un PEA et choisir un ETF et mettre mes 100 balles par mois dessus Bon, c'est et voilà ça. quoi. Sans, ouais, voilà, vous pouvez investir, mais même les montants que vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez, en gros, en bourse, vous pouvez investir entre 1 euro par mois, ce que je vous conseille pas, évidemment, investissez au moins 50 ou 100 euros, à beaucoup, quoi. Enfin, Beaucoup. voilà, vous faites comme vous pouvez. Ok. Au top. Bah écoute, c'est synthétique et efficace. Et après, si les gens veulent en savoir plus, ma foi, vous pouvez aller vous renseigner. Vous pouvez Il y envoyer a un plein de message à Joe. ressources. D'ailleurs, si les gens veulent te contacter, quoi, sur Insta, Insta, ouais, franchement, Insta, ouais. Boursogramme. Boursogramme, ouais, c'est ça. Ok, ça Boursogramme. marche. Insta. Est-ce que tu as des recommandations, alors dire des recommandations culturelles? Alors, c'est pas forcément des trucs, tu vois, Vivaldi ou des choses très forcément très nobles, mais je sais pas, des choses, ça peut être musical, ça peut être un film, ça peut être un livre, quelque chose ou un contenu, n'importe quoi où tu dis ça, il faut vraiment que vous alliez le voir, l'écouter, le découvrir, il y aura vraiment un avant et un après dans votre vie. Voilà, j'ai mis la barre trop haut, mais en tout cas, un truc, tu vois, vraiment intéressant à aller découvrir. En fait, pour sortir un peu, si tu veux, des livres business et Ah oui, d'investissement, parce please. que je pense que, ouais, voilà, je pense que c'est bon. C'est pas qu'on a fait le tour, mais on a plein de possibilités de ressources. Moi, je sais qu'il y a un film qui m'a marqué.
C'est vraiment le film que je pense que je pourrais voir une infinité de fois. C'est Le Parrain. Donc, Ok. pour tous ceux qui n'ont pas vu Le Parrain, regardez Le Parrain. Je trouve que Le Parrain, c'est la définition même de ce qu'est une réussite. Après, je spoil pas tout parce que c'est une trilogie, etc. Pour ceux qui n'ont pas vu, bon, normalement, le spoil, ça, je sais pas si on parle de spoil 50 ans plus tard, mais en fait, le parrain, je trouve que Michael Corleone, surtout dans le 1, tu vois, c'est vraiment la sprezzatura, il s'habille bien, il est très classe, il est dans des bureaux classe, donc il y a un côté ultra classe, tu vois, il y a un côté très famille, Mhm. ils sont tous très famille, etc. Il y a un côté très riche, tu vois. Alors, est-ce qu'ils ont fait leur argent honnêtement? Non, mais voilà, on peut pas tout avoir, mais il y a un côté en fait de richesse dans sa globalité, je trouve, qui est vraiment intéressant et c'est un côté qui est très inspirant aussi, je trouve. Et moi, je trouve, j'aime beaucoup le parrain pour ça parce que je considère que c'est vraiment le symbole, tu vois, de la richesse entre guillemets. Ok. Bah, je te propose qu'on termine là-dessus, si t'es Ouais, bah, d'accord. écoute, très bien. Je te remercie d'avoir participé à ce podcast et puis bah, moi je te dis à très bientôt. Ouais, trop cool. Bah, merci encore Yoni, hein. Vraiment, c'était un Avec honneur. plaisir. Avec trop bien. À très vite.